Pourquoi les Africains ont du mal à s'enrichir, peu importe là où ils sont, dans le monde entier? Plusieurs études, malheureusement, démontrent que les Noirs font partie des populations les plus pauvres du monde. Déjà, le continent africain, c'est le continent le plus pauvre au monde, mais aussi la diaspora elle-même, là où elle est généralement, ne fait pas partie des personnes les plus riches. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Est-ce que c'est le racisme? Est-ce que ce sont les faibles salaires que les Noirs peuvent gagner? Est-ce que ce sont des erreurs de gestion? Bref, dans cette vidéo, on va voir ensemble les véritables raisons, mais surtout comment toi, tu peux t'en sortir. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de développement du continent africain, mais aussi de finances personnelles. Dans cette émission, arrête d'être une passoire, j'entre dans le rôle d'un expert en finances personnelles et je t'explique simplement quelles erreurs tu commets au quotidien que tu dois absolument corriger si tu veux t'améliorer dans le domaine de tes finances personnelles. D'ailleurs, si tu as envie d'aller un peu plus loin et tu veux que je t'accompagne à redresser tes finances, je t'invite à rejoindre le programme d'accompagnement que j'ai créé, dans lequel je m'implique personnellement pour t'aider à redresser tes finances. Dans cet accompagnement-là, j'entre dans le détail de tes finances pour voir les erreurs que tu commets. Je les analyse tel un médecin qui te fait un diagnostic. Et ensuite, je te propose les solutions les plus adaptées à ta personne en termes d'épargne, mais aussi d'investissement. C'est un accompagnement qui est payant, mais je me suis assuré qu'il soit fait à tarif très bas. Et donc, à partir de 29 € par mois, tu peux y accéder. Le lien est disponible dans la barre de description. La meilleure offre, en réalité, étant celle à 49 € parce que dans cette offre-là, tu as la possibilité de suivre toutes les formations que je vais donner désormais avec mes invités en finances personnelles. Ceci te permettra de pouvoir donc t'enrichir davantage, de poser davantage de questions. Et puis, si tu veux un accompagnement personnalisé, je t'invite à prendre l'option VIP qui, elle, revient à 99 €. Ce qui est intéressant dans ma démarche, c'est que ce sont les économies que tu vas faire qui vont te permettre de financer ton programme. Donc, ne t'inquiète pas du tout. Viens dans le programme et une fois que je t'aurai montré là où tu perds de l'argent, tu n'auras aucun mal à payer ton abonnement mois après mois, d'autant plus qu'on va entrer dans un process dans lequel je vais t'amener d'investissement en investissement afin que tu puisses multiplier de plus en plus tes revenus. Rejoins donc le groupe pour arrêter d'être une passoire. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer ou si vous arrivez prochainement à Abidjan, contactez-nous au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison, sachez que nous construisons de très belles villas duplex à partir de 35 millions de francs CFA. Nous avons des promos en ce moment sur quelques maisons. Vous pouvez donc venir rapidement les visiter et devenir propriétaire. D'ailleurs, vous avez la possibilité pour certaines d'entre elles d'échelonner vos paiements jusqu'à 2 ans. La balle est dans votre camp. D'ailleurs, je te donne rendez-vous ce dimanche à partir de 20 h heure de France pour participer à une formation que je donne sur l'investissement en bourse en Afrique. Je serai probablement accompagné là-dedans avec un investisseur en bourse aussi afin que l'on te partage les méthodes, les techniques, les astuces. Pourquoi investir en Afrique en bourse? Quelle rentabilité tu peux avoir? Et comment le faire assez simplement? Réserve ta place dans la barre de description. Alors, je vais revenir sur notre sujet du jour. Qu'est-ce qui explique que les Noirs gagnent peu d'argent? Pourquoi est-ce que notre communauté est malheureusement souvent la plus pauvre dans l'environnement dans lequel elle évolue? La première raison que je vois et que je veux évoquer ici, ce sont les revenus faibles. Le constat que j'ai fait, et je ne veux vraiment pas être... Je n'ai pas de statistiques parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques en France, mais le constat quand même que j'ai fait, c'est que les Noirs ne sont pas généralement les personnes qui gagnent le mieux leur vie dans la société. Alors pour plusieurs raisons bien évidemment, mais la plupart du temps, les Noirs arrêtent leurs études tôt. Je le précise bien, il y a plusieurs raisons qui peuvent le justifier. Mais ce que j'ai constaté en tout cas, c'est que les Noirs sont parfois même depuis le système scolaire orientés vers des métiers techniques, des métiers dans lesquels ils ne vont pas aller très loin dans les études. Et donc, de fait, ceci entraîne qu'ils ne sont pas souvent les plus diplômés. Et quand on est dans une société comme la société française, qui est une société qui jure par le diplôme, eh bien forcément, si vous n'êtes pas très diplômé, vous allez devoir stagner en termes de revenus. Si vous intégrez une entreprise avec un diplôme de niveau bac ou même voire de niveau bac plus 2, il y a de très fortes chances que vous deviez y passer des dizaines d'années avant d'arriver au niveau de rémunération de quelqu'un qui a lui un bac plus 5. Donc ça veut dire que les 3 ans que vous n'avez pas voulu faire pendant vos études pour avoir un niveau cadre,
il va vous falloir 10, voire 15 ans, voire même jamais tout au long de votre carrière, rattraper ce gap-là pour arriver à des fonctions de management et donc de cadre en termes de revenus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un véritable problème parce que la plupart du temps dans notre communauté, nous arrêtons les études tôt. Je ne vais pas entrer dans les détails et les raisons pour lesquelles c'est le cas. Je parle notamment de ce qui se passe en France. On pourrait d'ailleurs faire le même constat en Angleterre, pays dans lesquels il y a eu une très forte colonisation et donc de fait, il y a une très forte présence africaine historiquement dans ces pays-là. Des pays comme l'Allemagne, l'Italie et d'autres vont avoir une diaspora un peu différente parce que c'est une diaspora bien souvent d'études. La diaspora africaine en Allemagne est souvent en tout cas une diaspora d'études, ce qui justifie bien évidemment que celle-là gagne un peu mieux sa vie parce qu'elle est venue majoritairement pour des études. Alors qu'en France ou même en Angleterre, vu que les parents sont là depuis quelques années maintenant et que les enfants sont nés sur place, eh bien ces derniers, malheureusement, ne vont pas bien souvent très loin dans les études. Pour des raisons, comme j'ai dit, sur lesquelles je ne reviendrai pas forcément dans cette vidéo. En tout cas, c'est un constat que je fais. Peut-être que vous avez un constat différent. Dites-le moi dans les commentaires. Premier élément, donc, nous ne gagnons pas les revenus les plus élevés. Deuxième raison, problème de gestion d'argent. Alors, je veux préciser ici tout de suite que même ceux dans la communauté qui gagnent plus de revenus ont souvent du mal à s'en sortir. Je vais vous prendre pour exemple les sportifs. Nous avons beaucoup de sportifs, beaucoup d'athlètes dans nos communautés. Il faut regarder comment ils terminent leur carrière. Vous pourrez regarder des footballeurs. On a beaucoup de footballeurs dans nos pays qui étaient des anciennes gloires, qui ont gagné beaucoup d'argent quand ils étaient au summum de leur carrière et qui malheureusement finissent dans des conditions déplorables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su gérer leur argent. Donc ça veut donc dire qu'à la fin de la journée, ce qui est important, ce n'est pas nécessairement uniquement combien tu gagnes. C'est vrai que ce que tu gagnes joue un rôle, mais ce qui est plus important encore, c'est ce que tu fais de ce que tu gagnes. Je me rappelle à l'époque quand j'étais étudiant, ou du moins quand j'étais jeune travailleur et que j'avais un revenu de 2 000 €, je vivais en résidence étudiante et je parvenais à mettre de côté tous les mois plus de 1 000 €. J'avais des amis qui s'étaient mis en couple, qui s'étaient même mariés, qui à deux avaient des salaires entre 4 000 et 5 000 € en début de carrière aussi, mais qui ne parvenaient pas à mettre de côté 1 000 € tous les mois. Vous voyez donc que, en la réalité, ce qui est le plus important, ce n'est même pas souvent combien tu gagnes, c'est ce que tu en fais et combien tu parviens à épargner à la fin du mois. Et là-dessus, nous sommes très mauvais. Pourquoi? À cause de la troisième raison. La pression sociale et familiale. On ne cessera de le dire. En Afrique, nous avons ce que l'on appelle la solidarité africaine qui fait que quand tu t'en sors un tout petit peu dans la vie, tu es comme obligé d'aider le reste des membres de ta famille, de ta communauté. Beaucoup d'entre nous sont arrivés en Europe grâce au sacrifice de ces mêmes familles. On se sent donc redevable vis-à-vis de ce que l'on a laissé au pays. D'ailleurs, même parfois, on se cotise pour envoyer le plus brave, le plus vaillant à l'aventure en Europe au péril de sa vie dans la Méditerranée. Tous les Africains, en général, ont des membres de leur famille auprès desquels ils apportent un certain soutien. C'est comme ça qu'on a grandi. Ce qui fait une très grande différence avec les Occidentaux. Vous remarquerez que les Occidentaux sont dans une culture différente. Je ne connais pas d'amis français de souche, blancs, qui se retrouvent à devoir envoyer de l'argent à ses parents tous les mois. Qu'on appelle pour lui dire qu'il y a eu une nouvelle naissance, qu'il y a eu un mariage, qu'il y a eu une urgence, qu'il y a les études d'un frère qu'il faut payer. Ils ne connaissent pas ça. Et donc, de fait, dans leur culture, ils n'ont pas ce type de dépenses. Alors que chez nous, c'est le cas. Nous avons une culture d'entraide, nous avons une culture généreuse qui fait que nous sommes bien souvent acculés en termes de demande d'argent. D'ailleurs, je connais beaucoup de jeunes qui, en tout début de carrière, dès leur premier revenu, avaient déjà des demandes, des listes longues. Ici, par exemple, au pays, j'emploie plusieurs jeunes et je vois bien comment ils ont du mal à gérer leurs revenus parce qu'une grande partie de ces revenus-là est captée par les aides qu'ils doivent donner à la famille. Et bien même quand on est dans la diaspora, on continue d'être des personnes qui aident nos familles. Donc globalement, tout ceci fait que les Africains ont du mal à mobiliser leur épargne pour la placer dans des projets parce que tout le temps, tu as des sollicitations. Quand ce n'est pas tes parents, ce sont tes amis. Quand ce n'est pas tes amis, ce sont tes frères, tes cousins. Bref, il y a toujours quelqu'un qui a besoin que tu lui tendes la main. Et c'est difficile de refuser parce que bien souvent, dans le passé, ces personnes-là ont été là pour toi. Tes parents de manière évidente, mais des amis aussi ont été là pour toi quand tu étais en galère, des cousins, des frères, ainsi de suite. Donc, tu as toi-même été bénéficiaire de la solidarité. À ton tour, tu te dois aussi d'être solidaire des autres. C'est une réalité, c'est un constat. Par exemple, moi j'ai grandi dans une maison dans laquelle mes parents finançaient les études d'autres enfants de la famille.
on considérait que mes parents étaient en ville, à Douala, et donc qu'ils pouvaient donner un coup de main. Et donc, tour à tour, j'ai vu défiler toute mon enfance, des cousines, des cousins qui venaient de l'arrière-pays parfois pour venir étudier sous les finances et la responsabilité de mes parents. Ça veut donc dire que l'argent que mes parents pouvaient avoir pour leurs propres enfants était sérieusement diminué. Et parfois, on avait même plus de cousins, de cousines que d'enfants même de la maison qui étaient pris en charge par les parents. C'est une réalité, ok? Elle est là, elle est présente, il faut la constater. Le quatrième problème, c'est l'absence de culture financière. À chaque fois que je discute avec des Africains et que je leur parle de budget, très peu font des budgets. Disons-nous la vérité. Toi qui suis cette vidéo maintenant, est-ce que tu fais un budget? Est-ce que tu tiens un budget rigoureusement tous les mois? Il y a de très fortes chances que la réponse soit non. Soyons honnêtes. Ensuite, si je te parle d'investissement, de placement, de bourse, je te parle de FCP, je te parle de SCPI, je te parle de PEA, je te parle de crypto. Enfin, il y a tellement de choses aujourd'hui qui existent en termes de finances. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu es au fait de tous ces outils à ta disposition? Il y a de très fortes chances que non. Parce que bien évidemment, nous avons une très très faible culture financière. Donc nous avons donc deux handicaps. Nous avons du mal à épargner. Et le peu que nous parvenons à épargner, nous ne savons pas quoi en faire. Et donc globalement, nous ne pouvons pas dans ces conditions réellement nous enrichir. Ça, il faut être très clair là-dessus. Parce que pour t'enrichir, il faut que tu aies une épargne et que tu puisses derrière l'investir dans des canaux efficaces, diversifiés bien évidemment. En général, on connaît quelques canaux classiques tels l'immobilier, mais l'immobilier, il faut le dire, ça demande beaucoup d'argent. L'immobilier, c'est un business de riches quelque part. On ne se lance pas dans l'immobilier comme ça. Il faut des garanties. Bon, quand vous êtes dans un pays comme la France, dans lequel vous avez la possibilité d'avoir un certain nombre d'aides, eh bien, tant mieux. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, les amis. Donc, nous avons un gros problème en termes de finances. Où est-ce qu'on l'a appris? Est-ce qu'on apprend à gérer l'argent à l'école? Non. Et ça, c'est d'ailleurs l'un des gros reproches que je peux faire au système éducatif partout dans le monde. On n'apprend pas aux gens à gérer l'argent, alors qu'avec de simples règles, dès les débuts de carrière, des gens peuvent placer leur argent en bourse, par exemple, et être millionnaires en fin de carrière, en faisant des dépôts qu'ils ignorent complètement. Mais qui est donc là pour nous enseigner toutes ces choses? Malheureusement, pas grand monde. Cinquième faiblesse, la mauvaise compréhension des crédits bancaires. Les Africains ont un rapport très bizarre avec le crédit, très très bizarre. Quand on a grandi en Afrique, on sait qu'on est dans un environnement dans lequel le crédit est très difficile. Les banques donnent très peu de crédit en Afrique. Quand vous obtenez un crédit en Afrique, c'est que vraiment, vous avez, je sais pas moi, voilà, c'est compliqué. Dans un environnement comme celui-là donc, les gens ont appris à travailler sans crédit. À tel point qu'il s'est même développé une certaine mentalité dans laquelle les gens sont contents, heureux de ne pas avoir à payer, à prendre de crédit. Moi, j'ai grandi dans des environnements dans lesquels j'entendais les parents être fiers de dire « je ne dois rien à personne, je dors tranquillement la nuit chez moi ». Absurdité sur le plan financier, bien évidemment. Parce que bien évidemment, on le sait aujourd'hui, les investisseurs, les entrepreneurs travaillent avec l'argent de la banque. Un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui travaille avec son propre argent. Il travaille avec l'argent des investisseurs, l'argent de la banque, l'argent des fonds d'investissement, ainsi de suite. Mais nous, en Afrique, on a un très mauvais rapport à la banque. Du coup, ça fait qu'on est très fragile quand il s'agit de prendre des crédits bancaires. Je me rappelle, par exemple, quand il a fallu que j'investisse dans l'achat d'un immeuble de rapport, parce que moi, j'ai commencé par faire des investissements avant même de penser à acheter une résidence principale. Je m'en rappellerai toujours. Le jour où il a fallu aller signer chez le notaire avec mon épouse, on a récupéré la date 2-3 fois parce que j'avais peur. Tout était bon sur le papier. La rentabilité était bonne, tout était clair, nickel. Mais l'idée d'aller signer un papier dans lequel je m'engageais pour un crédit sur une dizaine d'années, non, j'avais trop peur. J'ai dû repousser 2-3 fois jusqu'à ce que le notaire ne mette un veto en disant « là, c'est la dernière date, si vous ne venez pas signer, c'est foutu ». Eh bien, cette peur-là, en réfléchissant, je me suis rendu compte quel est le résultat d'une enfance dans laquelle j'ai grandi, à entendre permanemment les parents dire que ne devoir rien à personne était une très bonne chose. Alors attention, il y a l'autre revers de ça. C'est que quand les Africains prennent même des crédits, bien souvent ils prennent des mauvais crédits. Comme on est dans des communautés dans lesquelles on est tout le temps dans la volonté d'impressionner les autres, eh bien on va prendre des crédits pour acheter des gadgets, voitures, enfin même pas appartement, voiture, meubler un appartement,
avoir le dernier écran plasma, avoir le dernier téléphone, avoir la dernière tenue pour aller à la fête du week-end. Parce que comme les Africains aiment bien faire les fêtes aussi, eh bien, les fêtes là sont des occasions de venir montrer comment tu t'habilles bien. C'est l'occasion dans laquelle les gens vont t'admirer. Donc, du coup, tu vas acheter des parfums, tu vas acheter des gadgets, des bijoux, des chaussures, de très grandes marques. Et ça brûle beaucoup d'argent. Même quand les gens n'ont pas de l'épargne pour le faire et qu'il y a une fête qui approche, ils sont prêts à aller prendre un emprunt parce qu'ils doivent être propres pendant la fête. Voilà notre réalité. Ces soirées-là qui finalement deviennent des occasions de créer des fossés, des abîmes financiers dans la vie des gens. Malheureusement. Mais heureusement, tout ceci n'est pas une fatalité. Il y a toujours la possibilité de réellement s'améliorer. Qu'est-ce que je vous propose donc en termes de stratégie pour vous améliorer? La première chose, c'est d'avoir un budget avec une règle simple, 50, 30, 20. Alors bien évidemment, ces chiffres sont adaptés. Est-ce que la totalité de vos charges peuvent tenir dans 50% de votre budget? Si tel est le cas, allez-y. Le 50, 30, 20, c'est une logique de budget qui dit simplement que 50% de vos revenus doivent gérer toutes vos charges. Loyer, nourriture, facture. 30% doivent être affectés à vos sorties, plaisirs, loisirs. Et 20% à votre épargne et à vos investissements. C'est une simple structuration du budget, mais qui peut déjà vous permettre de voir là où vous êtes très mauvais. Parce que si toutes vos charges ne tiennent pas en 50%, en combien tiennent-elles? 60, 70? On est d'accord que si vous avez un revenu de 2 000 euros et que toutes vos charges vous prennent 1 500 euros par exemple, parce que vous avez un appartement que vous payez à 1 000 euros, parce que vous voulez être proche du métro ou de je ne sais pas trop quoi, eh bien peut-être qu'il faut revoir le poste loyer. Ou alors augmenter drastiquement vos revenus pour diminuer le pourcentage de ceux-ci dans vos revenus globaux. Dans tous les cas, il faut avoir une logique de répartition de votre argent. Quelle est la partie qui est affectée pour les charges, pour les loisirs et pour l'épargne et l'investissement? Voilà les 3 grands blocs dans lesquels votre argent doit aller. Dans l'accompagnement, je vous aide à structurer votre budget, pas forcément d'après cette méthode, parce qu'il y a d'autres méthodes que je peux adapter en fonction des profils. Mais dans tous les cas, je vous accompagne dans la structuration de votre argent. En fonction de votre profil, est-ce que vous voulez avoir un profil d'investisseur? Est-ce que vous voulez avoir un profil plutôt de quelqu'un qui a beaucoup de dettes ou qui veut se constituer une épargne? On oriente votre budget d'après la bonne logique. Rejoignez le programme. Le lien est dans la barre de description. Deuxième point, séparer l'argent disponible de l'argent à épargner. C'est une erreur que je vois beaucoup de gens faire. C'est laisser tout leur argent dans le même compte en se disant « Ok, je vais dépenser et à la fin, ce qui va rester, je vais épargner. » Non, pas du tout. La première chose que vous devez faire quand votre argent arrive, c'est de vous payer vous-même. Faites un prélèvement automatique qui va vous permettre de sortir votre argent d'un compte A vers un compte B. Le compte B étant un compte d'épargne, de telle sorte que vous n'ayez pas la mauvaise habitude de travailler dans le même compte et constater à la fin qu'il ne reste pas assez d'argent. Tant que ton argent est disponible, tu vas être tenté de l'utiliser. En réalité, il y a une règle qui dit qu'on ne dépense que l'argent qu'on voit. Si tu ne vois pas cet argent, tu ne vas jamais le toucher. Donc, en ayant un compte bancaire séparé dans lequel ton épargne est mise différente de ton compte courant, eh bien, tu vas te rendre compte que parce que tu ne vois pas cet argent, tu ne seras pas tenté de l'utiliser. Troisième élément, automatise ton épargne. Ça revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure. Il y a aujourd'hui plusieurs applications qui permettent de le faire. Mais il est parfaitement possible d'automatiser les virements. Quand ton salaire arrive, automatise le fait qu'une certaine partie aille à un endroit où il n'est pas visible. Comme ça, quand on te demande, par exemple, une aide, eh bien, si dans l'argent que tu as, il n'y a pas possibilité d'aider quelqu'un, mais tu dis juste que je n'ai pas. Alors, dans un bon budget, bien évidemment, tu as une fonction imprévue et tu as une fonction dans laquelle tu mets de l'épargne pour les imprévus. OK? Tu as des imprévus et tu as une épargne de sécurité, je voulais dire. L'épargne de sécurité, bien évidemment, te permet à réagir face à de gros coups durs. Et les imprévus, c'est pour les petits coups durs. Si quelqu'un vient te demander « Ah, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça » et que c'est une petite somme et que tu veux l'aider, eh bien, tu vas prendre simplement dans cette zone-là, dans ce bloc-là. Et si ce n'est pas le cas et que c'est une vraie urgence, eh bien là, tu as une épargne de sécurité, tu vas aller vers ça. Quatrième chose à faire, il faut apprendre à dire non. Ça, c'est un gros problème dans nos communautés. Mais il faut apprendre à dire non. Vous ne pouvez pas régler toute la misère de votre famille. Vous ne pouvez pas aider tout le monde. Tant que vous êtes dans cette logique, vous ne pouvez pas aider tout le monde. Même si vous en avez la volonté. En tout cas, pas dans l'état actuel de vos finances. Même
les personnes les plus riches n'aident pas tout le monde dans leur famille. Tu ne peux pas. Le problème que je vois souvent chez beaucoup de gens, c'est d'aider les gens au détriment de leur propre stabilité financière. Tu vas prendre une épargne qui était dédiée à aider ta famille personnelle, tes enfants, pour aller aider quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe si demain tu n'es plus là? Tu vas te rendre compte que ces personnes que tu avais aidées ne seront même pas capables d'aider tes propres enfants. Tu dois te bâtir ta propre sécurité financière. Tu dois te bâtir ta propre sécurité financière afin de pouvoir réellement aider ta famille. Ce n'est qu'une fois que tu as sécurisé ça que tu peux aider le reste du monde. 5e point, tu dois placer ton argent intelligemment. Il y a aujourd'hui de plus en plus de possibilités pour placer son argent. De la bourse, de l'immobilier, vous avez même des tontines. Il y a plein de solutions pour placer son argent. Place ton argent pour qu'il travaille et place là où il te rapportera le plus possible. Donc, c'est bien d'épargner pour pouvoir avoir une certaine sécurité. Mais une fois que tu as mis ton matelas de sécurité déjà, va chercher de l'investissement, va chercher de la rentabilité, va placer ton argent là où il va pouvoir être encore plus bénéfique. Le but ici est clair, que ton argent travaille pour toi, au lieu de dormir dans un compte. D'autant plus que quand il dort dans un compte, c'est la banque qui l'enrichit. Arrête donc de travailler pour enrichir les banques. Donc en résumé, si tu veux épargner et investir, première chose, structure ton budget avec la règle de 50-30-20. Deuxième chose, sépare ton argent disponible de ton épargne. Troisième chose, automatise ton épargne pour ne plus y penser. Quatrième chose, apprends à dire non à la pression sociale. Et cinquième chose, fais travailler ton argent au lieu de le laisser dormir en banque. En définitive, ne travaille pas juste pour de l'argent, fais en sorte que ton argent travaille pour toi. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu parviens à épargner simplement? Est-ce que tu as du mal? Qu'est-ce qui te bloque? Dis-moi aussi en commentaire quelles difficultés tu rencontres pour investir. Est-ce que tu as des bonnes solutions ou alors tu te cherches encore? Dans tous les cas, parmi les solutions et les alternatives, il y a une d'entre elles qui est la bourse en Afrique que je te recommande vivement d'essayer. Peace.